Mesdames, Messieurs, merci Jean-François de permettre d'ouvrir ce colloque aujourd'hui à Vendôme. Et puisqu'il a parlé de revenus, je vais peut-être démarrer en parlant un peu de manière générale de la filière céréalière, des scopers, et revenir un petit peu sur l'année 2009 qui vient de se terminer, mais qui se termine, je veux dire, mal pour nous, et notamment en matière de revenus. Et pourtant, l'année 2009, en volume, hormis les gens du Sud-Ouest, hormis les zones traditionnelles blé dur, globalement a été plutôt une bonne année en volume en France. Par contre, et vous le savez fort bien, nos charges pour produire cette récolte 2009 ont été très élevées et il s'en est suivi ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le revenu qui a été officialisé, prévisionnel, provisoire, au mois de décembre dernier, à savoir un revenu de l'ordre de 15 000 € par exploitation, mais comme c'est une moyenne, avec toutes les différences que cela comporte et que vous connaissez, c'est-à-dire que oui, certains ont 15 000, certains ont peut-être plus, mais certains parmi nous ont un revenu négatif. Alors, on a beaucoup parlé de la hausse des prix. On a dit que les prix seraient durablement élevés. Certains ont d'ailleurs bâti le bilan de santé en 2009 là-dessus, sur cette hypothèse d'un prix durablement élevé des céréales. Vous savez ce qu'il en est aujourd'hui, plus particulièrement pour la filière blé dur aujourd'hui, parce qu'on voit ce qu'il en est des prix, ne serait-ce que depuis la moisson, qui ne font que dégringoler. Même si d'une manière globale, les prix des céréales, du blé en particulier, du blé tendre, en dollars, est plutôt pas trop mauvais, mais quand vous ramenez ça en euros avec la parité, évidemment, ça fait des prix très bas. Donc effectivement, le revenu, il est passé en 2006, de l'indice 100, on est monté, on a doublé, il est passé à 200 en 2007, pour redescendre déjà à moins 30% en 2008, arriver à 140, et comme il y en a moins de la moitié aujourd'hui, ben, il reste l'équivalent de 60 à 70% de ce qu'il y avait en 2006. Alors, la question pourrait être, qu'est-ce qui va se passer en 2010 ? C'est la période des vœux, je pourrais toujours dire, j'espère que ça sera meilleur, mais ça ne suffit pas. Il y a des réalités en 2010, aujourd'hui, c'est celle des aides qui vont diminuer dans notre secteur, de l'ordre de 25%, liées à l'application du bilan de santé. Il y aura des charges en moins, on le sait, puisqu'on a déjà pas mal investi dans nos charges pour faire la récolte 2010, donc il y aura des charges en moins, mais qui seront annulées, dont l'effet sera annulé par le fait des aides, des DPU en moins à l'hectare. Alors, quels seront les prix ? Je ne sais pas, personne ne sait, parce qu'en économie, rien n'est jamais sûr. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le constat que l'on fait, c'est que nous avons dans certaines productions des stocks mondiaux importants. C'est le cas du blé tendre, puisqu'on avait des stocks à 120 millions de tonnes il y a 2 ans. Aujourd'hui, ils sont près de 200 millions de tonnes par rapport à une production de 650, ce qui est quand même très important. On a beaucoup de stocks en France, en blé tendre, en orge. L'orge, c'est une catastrophe au niveau de la commercialisation. Et puis aussi, probablement en blé dur, supérieur à ce qu'on avait prévu. Donc on a à peu près 10 millions de tonnes de stock en France pour cette campagne, pour cette fin de campagne que l'on prévoit, en espérant que l'exportation se portera encore pas trop mal. Donc effectivement, ça va peser sur les prix, donc ça risque de rendre une année difficile, je ne m'en cache pas, une année 2010 difficile en ce qui concerne le secteur des scopers. C'est pourquoi nous avons demandé au ministre de nous redonner le boulet d'oxygène qui va nous manquer à cause du bilan de santé, c'est-à-dire à peu près un équivalent de 100 € l'hectare qui va nous manquer pour l'année, pour la prochaine campagne, pour cette campagne déjà et pour la prochaine, avec les difficultés de trésorerie. Mais vous connaissez fort bien le sujet. Et puis aussi d'alléger un petit peu toutes les contraintes qu'on n'arrête pas de nous mettre dessus. Hier, il y avait le colloque Éco-Phyto. Pour reparler, mais on parle de quoi ? On parle de baisse des intrants, on parle éventuellement de baisse, c'est pas trop grave si ça fait une baisse de production, mais c'est pas grave, on va garder les mêmes marges. Bon, un petit peu de mal à tout comprendre, mais montre bien que l'économie agricole et l'économie de notre filière, par rapport aux objectifs qui sont fixés, il y a quand même un énorme décalage. Et puis,
2010 démarre seulement, le bilan de santé n'est pas encore appliqué, que déjà on parle de la PAC post-2013. Et ça va aller vite, ça va aller très vite, puisqu'en 2010, on peut penser que la Commission européenne aura déjà donné sa feuille de route pour la PAC post-2013. Alors on passe d'une réforme à l'autre, on fait ça tous les 3 ans, c'est un exercice toujours difficile, mais c'est toujours un exercice surtout inquiétant. Alors je vais vous donner quelques éléments que l'on peut avoir aujourd'hui sur cette PAC post-2013. D'abord sur le budget. Vous savez que dans le budget agricole, il y a un budget européen, il y a une bagarre entre les pays du Nord qui souhaiteraient qu'on réduise de manière drastique le budget agricole pour faire on ne sait pas quoi, et puis les nouveaux États membres qui souhaitent avoir un DPU unique au niveau de l'Europe. Alors je rappelle que les DPU, grosso modo, ça se promène en moyenne entre les États membres entre 180 et 300 € pour nous. Donc vous imaginez bien la marche qu'il y aurait à faire, de même que la marche qu'il y a à faire à titre individuel sur nos exploitations pour ceux, parce qu'ils sont dans certaines productions, parce qu'ils sont irrigants, etc., qui ont des DPU encore aujourd'hui relativement importants et qui seraient amenés à descendre au niveau européen, c'est-à-dire autour de 200 €. Il nous faut du temps, il faut de la progressivité, c'est ce que nous avions proposé, nous, dans le cadre du bilan de santé, de ne pas avoir cette marche monstrueuse de moins 25% d'un coup, mais d'y aller de manière progressive, de façon à se préparer à 2013. Ce n'est pas le cas, on n'a pas été entendu, n'empêche que c'est quand même comme ça que ça va se passer dans les prochaines années. Sur le budget, il ne faut pas être trop pessimiste, parce que la commission, la direction générale de l'agriculture à Bruxelles a vraiment envie de défendre son budget agricole, parce que c'est quand même une population énorme en Europe, je le rappelle. Il y a quand même des pays comme la Pologne qui ont près d'1 million d'agriculteurs et qu'il est important d'en tenir compte. Et puis que pour la commission, pour la DG Agri, les dotations, les aides hectares, c'est aussi pour eux la meilleure manière d'éviter de la déprise sur le territoire. Alors, notre objectif à nous, bien entendu, vous l'avez compris, c'est de garder un maximum de DPU hectares. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la meilleure des assurances. Dès qu'on commence à parler de flexibilité ou de je ne sais pas quoi, ça va toujours être notre secteur, quand il y aura besoin d'en faire, ça sera dans notre secteur et que dans notre secteur. Donc on a intérêt à se noyer au milieu de tout le monde et à garder un maximum de DPU parce que c'est la meilleure assurance aujourd'hui pour nous agriculteurs par rapport à notre chiffre d'affaires et par rapport, bien entendu, au problème de compétitivité, mais de distorsion de concurrence que nous avons aussi par rapport à d'autres pays. Il nous faut garder aussi sur le blétan de l'intervention qui reste. C'est pas énorme, il va rester 3 millions de tonnes, mais c'est important. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une sorte de filet de sécurité à la baisse. Je ne dis pas qu'on a du revenu, on n'a pas de revenu avec l'intervention, mais ça évite d'aller en dessous du prix d'intervention, donc d'arrêter la baisse. Et puis le blé tendre, c'est quand même un peu l'étalon au niveau du prix par rapport aux autres céréales. Donc il est important de sauver encore ce qui reste du filet de sécurité, voire essayer même de l'améliorer. Alors il y a une autre réflexion qui se fait jour par rapport à ça, c'est aussi la conditionnalité des aides. Je pense qu'il faut que l'on ait une réflexion pour que cette conditionnalité des aides soit une conditionnalité européenne, sans possibilité de subsidiarité et de laisser faire aux États membres ce qu'ils veulent. Et vous voyez bien aujourd'hui en France, où on veut laver plus blanc que blanc, on en rajoute toujours une couche. Même quand le président de la République dit, comme il y a eu 10 jours, qu'on n'a pas à s'imposer des règles qu'on n'impose pas aux produits qui sont importés en Europe et en France. Ben, n'empêche que c'est quand même comme ça que ça se passe, et vous le savez bien, avec toutes les difficultés que nous avons en matière de conditionnalité, parce qu'à un moment donné, ça devient irrationnel. Alors on parle, peut-être vu aussi, de biens publics. Bon, je ne connais pas la définition, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ces éléments-là. Ce que je souhaite, ce que nous souhaitons, c'est que ces biens publics soient quelque chose qui soit mis, non pas dans le premier pilier, qui viendra encore s'ajouter à la conditionnalité, mais plutôt dans le deuxième pilier, pour nous permettre, à nous, production végétale, de récupérer aussi un peu de deuxième pilier et de le voir de manière plus positive et non pas à chaque fois négative. Et puis on parle beaucoup, vous l'avez entendu, de système assurantiel. Alors oui, on parle d'assurance sanitaire, c'est quelque chose qui verra le jour probablement en 2010. Alors on réfléchit si on doit gérer ça par produit,
par interprofession ou uniquement par mutualisation. Je ne suis pas favorable à la dernière mesure qui serait une mutualisation totale, parce qu'on l'a déjà vécu dans un système qui s'appelle le Fonds de garantie des calamités, où nous participons à hauteur de 60, 65, 70% à ce fonds, et qu'en général, on en utilise à peu près 15%. Donc vous voyez fort bien ce que je veux dire. On parle d'assurance récolte. Oui, je pense que c'est une bonne idée, à condition que les critères qui existent aujourd'hui, à savoir une franchise de 30%, changent, parce que 30% de chiffre de récolte en moins, c'est quelque chose d'énorme, même si on l'a connu dans certaines régions cette année. Il faut quand même que les critères soient moins élevés, que les franchises soient plus basses, de façon à pouvoir vraiment que ça devienne une vraie assurance récolte. Après, on parle aussi d'assurance chiffre d'affaires, mais je suis un petit peu plus sceptique sur cette notion, parce que d'abord, c'est quelque chose qui peut coûter très cher, et qu'en général, quand le chiffre d'affaires baisse, il baisse sur l'ensemble du territoire, qu'on ne sait pas sur l'ensemble de l'Europe, en même temps, la même année, et vous imaginez les conséquences budgétaires derrière ça. Donc je suis un petit peu plus sceptique sur ce raisonnement. Donc il nous faut aller vite dans les propositions, justement dans cette PAC post-2013, par rapport à ces nouveaux outils que certains veulent mettre en place, par rapport au budget, par rapport à l'avenir des DPU, et par rapport à l'atterrissage, comment on fait si d'ici 2020-2025, il faut avoir une sorte de DPU européen moyen, avec les conséquences que ça aurait évidemment sur le chiffre d'affaires de nos exploitations. Donc je crois qu'il nous faut un premier pilier fort, le budget, un deuxième dans lequel nous puissions rentrer aujourd'hui, nous les céréaliers, ce qui n'est pas le cas à ce jour, ou très peu. Ensuite, il nous faut nous battre, c'est le vrai sujet, vous allez en parler quand même, toute la journée, c'est la compétitivité. Quand on parle scientifique, on parle au niveau de la compétitivité de nos exploitations. La compétitivité, pour nous, c'est quoi? C'est la productivité hectare. Je vais revenir dans un instant. C'est le développement de nos débouchés sur le territoire, mais aussi à l'extérieur du territoire. Quand je parle de nouveaux débouchés sur la filière céréalière, c'est parce que nous sommes bien entendu inquiets de voir la baisse importante des productions animales en France. Et vous savez, notamment, je pense aux poulets, et les poulets sont quand même des gros mangeurs de céréales. On a déjà perdu en 10 ans 1 million de tonnes de blé à la consommation des poulets. Ça va encore continuer pendant quelques temps. Donc c'est des choses qu'on ne vend plus, ce n'est plus un débouché en France, en expansion, mais plutôt en régression. Par contre, on a d'autres nouveaux débouchés, comme les biocarburants. Ils sont ce qu'ils sont. Il n'empêche que c'est 1,5 million de tonnes de céréales. Sinon, ça serait 1,5 million de tonnes de stock en plus, en fin de campagne. Je crois que ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Et puis, c'est quand même beaucoup plus intéressant que de mettre du blé à l'intervention, par exemple. Enfin, il nous faut travailler sur nos charges. Alors, on a bien travaillé, je crois, sur un dossier qui nous tenait à cœur dans la maison, qui était le dossier de la dotation pour aléas, et de pouvoir mettre les aléas économiques dans cette dotation. Si on avait pu l'utiliser en 2007 et en 2008, ça serait quand même beaucoup plus facile de le ressortir pour l'année 2009, ce qui n'est malheureusement c'est pas le cas, mais montre quand même de l'utilité que pourrait être cet outil, parce que, bien entendu, on croit quand même qu'on va refaire du revenu, parce que sinon, ça serait pas la peine de se battre. Et puis, notre objectif, c'est d'arrêter d'en rajouter en matière des charges. Alors on nous dit, pas de problème, soyez compétitifs, et puis on met à tout le monde la taxe carbone, par exemple, pour ne parler que celle-là, qui va bien entendu peser sur nos exploitations. On a la taxe, on a les taxes phyto, etc. Ça, c'est quand même un élément sur lequel il faut dire, stop, on arrête, stop les charges au niveau des contraintes environnementales, parce que les éléments topographiques dont on parle de 5% d'ici 2 ans, le ministère de l'Environnement parlait de 7%, et puis cette couverture hivernale dans le cadre de la directive nitrate à 100%, je ne sais pas faire sur mon exploitation. Je ne sais pas faire. Ça a un coût, ça a un coût parce que, évidemment, couvrir un sol, ça a un coût. C'est un coût parce qu'il faut le détruire. Et puis parce qu'agronomiquement, il y a des choses que je ne sais pas faire, ni agronomiquement, ni économiquement, et que je ne suis pas sûr que le fait d'aller dans des pourcentages aussi extrêmes ait un intérêt écologique non plus. Enfin, pour conclure, je reviendrai sur la filière blé dur en tant que telle. Certes, c'est une petite filière dans notre pays, 3% de la production céréalière. Et pourtant, dans certaines de vos exploitations, c'est une production primordiale, je dirais vitale,
puisque dans certaines régions, c'est 60-70% de votre sol céréalier est fait en blé dur. Et si c'est ainsi, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative dans d'autres productions qui soient viables économiquement. Il faut que tout le monde en ait bien conscience, de ceux qui ne sont pas dans la filière blé dur. Et donc c'est très important. Et c'est très important aussi parce que c'est une filière stratégique dans la mesure où on exporte plus de la moitié de ce que nous produisons, parce qu'il y a des demandes importantes en Europe. L'Europe est déficitaire, et vous le savez, nos voisins comme l'Italie ou l'Espagne, qui d'ailleurs, au demeurant, ont baissé leur surface et leur production pour une chose sur laquelle nous avions prévu, c'était le découplage total. C'est exactement comme ça que ça s'est passé, exactement comme on avait prévu. Et je pense que la France a justement un rôle à tenir là, et qu'il ne faut pas, parce qu'aujourd'hui on a un découplage total, baisser la production de blé dur. Loin s'en faut, il y a des places à prendre donc, en Europe, il y a des places à prendre dans le bassin méditerranéen, il y a de la place en Algérie, le Maroc, tous les pays du Maghreb auront des besoins constants, même si cette année, leur production est moins mauvaise que d'habitude, ils seront moins importateurs, mais ils seront toujours importateurs et de plus en plus importateurs, parce que, notamment des pays comme le Maroc, sont des pays avec une démographie galopante, et donc qui vont avoir des besoins, et nous devons nous positionner justement pour augmenter notre production de blé dur. C'est quelque chose pour moi de stratégique, mais aussi, bien entendu, d'économique. Que la filière blé dur en France a des atouts, elle a des semouleries, elle a une logistique, elle a des ports, elle a un savoir-faire des agriculteurs, qui vont encore aujourd'hui, ça va être un des sujets majeurs, que nous avons quand même quasiment doublé notre surface en France en 15 ans, hein, depuis 1995, quasiment doublé la surface de blé dur en France, qu'on a la chance d'avoir un environnement formidable, je pense notamment à Arvalis, à toute la recherche, à l'innovation, parce que c'est là que viendra une partie de nos solutions. Alors des améliorations, il faut en faire aussi, je dirais de deux ordres. Il faut qu'en matière d'export, que ce soit le blé dur, que ce soit le blé tendre, nos filières, je pense surtout à nos COP, se regroupent plus pour faire une vraie force de vente et une vraie stratégie. Il faut qu'on joue plus collectif à l'export, on n'en sera que plus fort. Et puis la deuxième chose qui me tient particulièrement à cœur, qui concerne la filière blé dur, quand on regarde les chiffres des 15 dernières années, quand on regarde la filière blé tendre, c'est pareil, c'est heureusement un peu moins vrai pour la filière maïs, c'est qu'on a un vrai problème avec nos rendements. On stagne depuis 10-15 ans et on sait que si on a pu faire du revenu ces dernières années, c'est grâce en partie à partir du rendement hectare. Et là, il faut vraiment qu'on booste cette partie de rendement parce que nos productions stagnent. Et vous avez vu peut-être aux États-Unis, je prends juste un exemple pour comparer, avec le maïs. Les États-Unis augmentent leur surface de maïs, et normalement, quand on augmente de surface, le rendement moyen baisse plutôt. Eh bien, eux, non. Les États-Unis faisaient 10 cadeaux de moins il y a 10 ans que nous. Ils font 10 cadeaux de plus aujourd'hui, et vous en connaissez les raisons, et notamment à travers les innovations et tout ce qui touche au niveau des OGM. Donc voilà, je dirais que, pour conclure, que c'est peut-être une petite céréale en France, le blé dur, mais c'est d'une grande importance stratégique, avec d'importants débouchés à nos portes. Et la France, donc, pour nous, doit être un acteur majeur mondial dans la filière et dans la stratégie du blé dur. C'est parce que nous croyons à l'ouverture, nous croyons que notre avenir doit être offensif et doit se faire sur les marchés intérieurs, France, Europe, mais aussi sur les marchés mondiaux, et notamment à côté de nos voisins qui auront besoin de marchandises, que nous devons nous ouvrir. C'est pourquoi d'ailleurs l'année prochaine, Orama fera son congrès à Marseille. C'est pas neutre, c'est vraiment pour montrer cette ouverture que nous souhaitons. Et je formulerai encore un vœu, puisqu'on est encore au mois de janvier. C'est que les politiques prennent conscience que l'agriculture, c'est géostratégique, c'est géopolitique, c'est de l'économie, c'est l'emploi, c'est énorme l'emploi dans l'industrie agroalimentaire française, c'est plus de 400 000 emplois, c'est vraiment quelque chose de majeur. Or, j'ai du mal à mettre des noms devant des politiques pour dire
qui s'intéresse à ce que la France, qui a une place extraordinaire par rapport à son agriculture, et notamment par rapport à ses filières céréalières, de vraiment s'en préoccuper, parce que l'avenir durable, il est dans nos productions, et c'est le message que nous devons faire passer. Et je vous remercie de votre attention, et je vous souhaite une très bonne journée pour ce colloque. Merci, Président. Merci pour ces messages de combat et ces messages d'espoir. Et puis, je veux te dire que c'est un honneur et encore une fois un plaisir de t'accueillir. Et puis, nous serons bien entendu à tes côtés et aux côtés des autres filières dans ces grands rendez-vous. Merci encore.